Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio, la vie en mieux, votre rendez-vous tous les dimanches pour vous guider, répondre à vos questions, vous conseiller, j'espère. Alors aujourd'hui, au sommaire, faut-il à partir d'un certain âge rendre l'examen médical obligatoire si on souhaite continuer à conduire ? Vous vous posez des questions sur votre avenir affectif ou professionnel et pour la première fois, vous pensez consulter un médium, eh bien attention, dans la vie en mieux, on vous donne toutes les solutions pour éviter les arnaques. Et enfin, nous parlerons du syndrome du nid vide, quand les enfants sont grands et qu'ils nous quittent. Alors cette période est un peu euphorique, on se dit ouais, on va retrouver notre liberté et en fait c'est pas si simple que ça parce que la tristesse prend vite le dessus. On va vous donner des clés pour transformer cette tristesse en force. Sud Radio, la vie en mieux. Sommes-nous plus dangereux au volant passé un certain âge ? Dans de nombreux pays européens, l'examen médical est obligatoire, mais peut-on l'imposer ? Même si nos aînés comprennent la demande et l'intérêt de cet examen, psychologiquement, c'est pas toujours facile à accepter. Bonjour Guillaume Lenagar. Bonjour Catherine, bonjour à vos auditrices et auditeurs. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le chef du service Actualité et Société de Notre Temps. Beaucoup de questions sont posées depuis, c'est vrai, maintenant quelques mois, voire même des années, au sujet de la conduite à partir d'un certain âge. Et vous avez fait une enquête sur la sécurité routière et nos aînés. Sont-ils vraiment, est-ce qu'on peut dire, Guillaume, qu'ils sont plus dangereux au volant avec l'âge ? Eh bien non, Catherine, statistiquement, ils sont loin d'être les plus dangereux sur la route. C'est ce qu'on a constaté dans notre enquête et ce n'est pas nous qui le disons. L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, le nom est long mais il est très officiel, atteste que les plus de 75 ans sont proportionnellement moins responsables que d'autres dans les accidents mortels. Les 18-34 ans, eux, sont présumés responsables 2 fois plus souvent dans ces accidents létaux. Alors ceux-là, ils sont plus concernés par les conduite addictive et la vitesse excessive. Mais du côté des plus vieux, alors il est indéniable, malgré tout, que les capacités physiologiques et cognitives déclinent avec l'âge, en moyenne en tout cas. Alors justement, ces capacités physiques qui sont souvent mises en avant, forcément, c'est quoi ? La vue principalement ? Alors, en effet, la vue baisse inévitablement au fil des années et même assez tôt. Alors, même en cas de bonne acuité visuelle, on considère que l'obscurité ou le demi-jour sont plus difficiles à gérer pour un conducteur de 60 ans qui a besoin de 5 à 8 fois plus de lumière qu'un jeune de 20 ans. Il sera aussi plus sensible à l'éblouissement des phares des voitures qui le croisent. Il y a aussi, bien sûr, l'ouïe, qui est plus ou moins déficiente pour presque un tiers des personnes de plus de 65 ans. Donc compliqué d'entendre un moteur de moto à côté de soi ou un klaxon parfois. Et puis tout ça sans même évoquer les problèmes de motricité ou la moindre souplesse, là encore en moyenne. Alors c'est vrai le sujet, on en parle pas mal chez nous en France, mais chez nos voisins européens, c'est un sujet qui est aussi très souvent abordé. Et eux, comment ont-ils abordé le sujet ? Parce que eux, ils ont des examens médicaux. Oui, en effet, beaucoup ont mis en place une visite médicale régulière à partir de certains âges. C'est le Portugal le plus strict dans ce domaine-là. Ça commence à 40 ans et à partir de 75 ans, alors il y a plusieurs étapes, mais à partir de 75 ans, c'est même tous les 2 ans. Et puis au-delà de ça, beaucoup, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, un certain nombre de pays scandinaves imposent des tests à divers âges. D'autres profitent du renouvellement administratif du permis pour demander à ce moment-là un examen médical, c'est le cas de la Belgique. Voilà, il a encore été question de ça, si vous vous souvenez, au début de l'année au niveau européen, et les parlementaires européens l'ont rejeté. En France, on sait que le nouveau permis devrait être renouvelé tous les 15 ans, mais aucun examen obligatoire n'a été associé à ce renouvellement. Non, mais nous, en France, on préserve la liberté de chacun. Au bout du compte, en fait, avec cette enquête, est-ce que vous vous êtes rendu compte que finalement l'obligation de tests médicaux fonctionne chez nos amis européens, par exemple ? Est-ce qu'il y a vraiment moins d'accidents causés par les seniors dans les autres pays d'Europe qui l'ont adopté ?
Non, ça n'est pas le cas. Différentes institutions, ça va de l'OCDE au Conseil européen de sécurité des transports, ont publié des rapports et ils concluent à la relative inefficacité de ces dispositifs. Les voisins qui l'ont adopté ne font pas tellement mieux que nous. Alors, c'est un peu contre-intuitif, je l'avoue, mais la déléguée générale de la prévention routière que nous avons interrogée nous a expliqué, par exemple, que les conducteurs plus âgés, qui sont plus expérimentés par nature, adoptent une attitude plus prudente sur la route parce qu'ils ont conscience de leurs propres limitations. Et on a eu d'ailleurs beaucoup de témoignages de lecteurs qui nous disent ou de lectrices qui nous disent qu'ils ne conduisent plus de nuit, qu'ils ne font plus de longs trajets, qu'ils ne convoient plus leurs petits-enfants, par exemple. Voilà, ça explique. Donc ils se limitent par eux-mêmes. Voilà. Donc ça explique peut-être les chiffres sur l'accidentologie des plus âgés qui sont pas si mauvais que ça ou pas pire que d'autres. Mais en fait, la voiture favorise le lien social parce que ça leur permet aussi de se déplacer, d'aller voir des amis qui sont pas forcément à côté de chez eux, d'aller voir leurs petits-enfants, leurs enfants. Donc c'est vrai que retirer ce mode de transport, c'est aussi un peu jouer sur ce lien social qui est si important en avançant en âge. Donc c'est un peu contradictoire. Et oui, vous avez parfaitement raison. On a eu, nous, beaucoup de témoignages de conducteurs ou de conductrices âgées, notamment en zone rurale ou en zone périphérique, qui n'ont pas d'autres modes de transport à leur disposition. Pas de train, pas de bus, des proches ou des amis qui habitent à 20 à 50 km, des magasins à quelques kilomètres aussi, des consultations médicales qui peuvent être un peu éloignées. Il y a indéniablement un plaisir de l'auto, il ne faut pas se mentir non plus, un plaisir de l'auto dans cette génération, surtout chez les hommes, mais on voit bien, comme vous le dites, que c'est quand même un enjeu fort du maintien à domicile, du lien social et au-delà de ça, de la bonne santé mentale de nos aînés. Alors, le salon de l'auto se termine aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer que les nouvelles technologies, avec les nouvelles voitures, l'intelligence artificielle aussi, peut faire en sorte que la voiture de demain, grâce à ces nouvelles fonctions, aide à la conduite, c'est-à-dire en détectant des obstacles, des franchissements de lignes, par exemple, ce qui pourrait les aider ? Oui, alors en effet, au-delà du salon qui présente vraiment les équipements les plus en pointe, de nouveaux équipements de sécurité se généralisent dans toutes les gammes aujourd'hui. Et on trouve bien sûr les caméras de recul, les alertes de franchissement de ligne, les régulateurs de vitesse adaptatifs. Mais reste à savoir jusqu'où les conducteurs âgés les adoptent, parce que ça modifie quand même leur routine de conduite. Et certains préfèrent les désactiver, nous a expliqué un sociologue qui travaille sur les modes de déplacement. C'est-à-dire que seniors et nouvelles technologies, on le voit sur les connexions Internet, c'est quand même assez compliqué. Donc on comprend que ce ne soit pas fait de gaieté de cœur. Mais bon, en fait, ce qui est gênant en fait, dans cette histoire de tests médicaux, c'est le fait qu'ils soient rendus obligatoires. Ça, on n'a pas envie finalement, nous, en France, qu'ils soient rendus obligatoires. Voilà, alors effectivement, il pourrait intervenir toutes les X années, peut-être sans mettre un coup près d'âge. Pourquoi pas ? Et d'ailleurs, certains témoins de notre enquête le font eux-mêmes, sont allés voir leur médecin, ont fait des tests, ont même quelquefois fait des remises à niveau pour le code. Mais je crois que les proches et les médecins traitants sont peut-être encore plus importants. Les médecins peuvent sensibiliser leurs patients sur d'éventuels risques. Rappelons qu'ils ne peuvent pas leur enlever leur permis, ils n'ont pas de pouvoir de coercition, ils ne peuvent pas non plus alerter les autorités parce que ces échanges sont couverts par le secret médical. Ensuite, les proches, on a beaucoup des enfants de ces conducteurs âgés qui sont aussi nos lecteurs et qui s'inquiètent, qui ont témoigné. Alors dans ce cas, il est inutile de culpabiliser ses parents ou de leur dire qu'ils conduisent mal, mais il est possible sans doute d'expliquer qu'ils sont inquiets pour eux, que ça les tranquilliserait s'ils voulaient bien aller voir un médecin pour être sûr. Voilà. Ensuite, dernier point, c'est sans doute très délicat et un peu douloureux, mais en cas de dangerosité forte, un proche peut alerter la préfecture. Et selon les cas, celle-ci pourra imposer un examen par un médecin qu'elle a agréé. Et le code de la route prévoit des cas d'inaptitude à la conduite, en particulier avec des pathologies ou des traitements. Il y a d'ailleurs un arrêté du 28 mars 2022 auquel il peut être intéressant de se référer, qui donne la liste de ces pathologies. Il est en ligne, il est disponible. Et toutes ne sont pas liées à l'âge. Merci beaucoup Guillaume Le Nagard pour cette enquête qu'on peut tous retrouver d'ailleurs sur le Notre Temps du mois de novembre. Merci Guillaume, à bientôt. Merci Catherine, à bientôt. À bientôt, bon appétit si vous êtes à table et merci de nous accompagner sur Sud Radio. La vie en mieux, votre rendez-vous chaque dimanche revient dans quelques minutes. Nous parlerons du syndrome du nid vide.
quand les enfants quittent la maison. Ça peut être très douloureux et on va vous aider à en faire une force. Mais auparavant, et pour la première fois, si vous avez des doutes personnels, professionnels, et vous souhaitez consulter, écoutez, on va essayer de vous guider pour éviter de tomber sur un charlatan. C'est tout de suite dans La Vie en Mieux. Sud Radio, La Vie en Mieux, Catherine Bully. Et nous sommes de retour dans La Vie en Mieux. Merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, nous parlerons du syndrome du nid vide, quand les enfants sont grands et qu'ils nous quittent. Alors ça peut être très douloureux et on va vous aider à faire de cette tristesse une force. Mais tout de suite, alors, parce que ça nous arrive tous, si on a des doutes, des incertitudes, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, et si vous voulez consulter, alors n'allez pas voir n'importe qui. Voilà. Bonjour Dominique Batty, j'ai raison de dire ça. Bonjour Catherine, absolument, n'allez surtout pas voir n'importe qui. Et donc, on a décidé de créer, nous, une plateforme de prise de rendez-vous. Et pourquoi ? En ligne. Parce que c'est marrant, vous êtes réalisateur à la base. Oui, je suis réalisateur et c'est justement, j'ai passé 30 ans dans l'audiovisuel. Et donc, j'étais amené à faire des films, des documentaires. Et c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à créer Oraclis, parce que j'ai fait plusieurs documentaires autour du thème des arts divinatoires, de la vie après la mort, des EMI. Et au cours de ces documentaires, j'étais amené à rencontrer des médiums. Et un jour, il s'est passé, c'était le premier d'ailleurs, et c'était très étrange parce que la personne, je faisais ces documentaires avec une femme qui s'appelle Valérie Seguin, qui avait écrit un livre justement après la disparition de son père, qui s'appelle Les 3 jours et demi après la mort de mon père. Et elle souhaitait faire un documentaire justement pour un petit peu ouvrir les gens sur ces expériences de mort imminente et savoir où en était la science sur la vie après la mort. Ouais. Elle m'a proposé de faire ce travail avec elle. Moi, j'y connaissais rien, honnêtement. Et donc, comme je vous disais, à un moment donné, on se retrouve en interview avec une médium qui ne me connaît ni neuf ni d'Adam. Bon, je lui ai dit bonjour, c'est tout. Hein. Et pendant l'interview, tout d'un coup, elle décroche de l'interview et elle me dit « Excusez-moi, mais j'ai quelqu'un pour vous. » Donc, franchement, moi, j'étais très sceptique. Très pragmatique à la base. Ouais, j'y croyais pas plus que ça, et puis ça m'intéressait pas plus que ça au départ. Et donc, je dis, ah bon, qui ? Et puis elle me décrit quelqu'un. Et je dis, ah oui, bah, c'est sans doute mon grand-père. Elle aurait pu dire oui à ce moment-là. Elle me dit non, pas du tout. Ah bon ? Elle me dit non, c'est quelqu'un qui a votre âge. Et là, je comprends de qui elle parle. Et là, je fais, ok, on va arrêter 2 secondes, si vous voulez, parce que là, c'est très bizarre ce qui se passe. Et ça vous a chamboulé ? Ouais, on a fait une pause, et puis on reprend l'interview, et je dis à Valérie, je dis, c'est bizarre qu'elle ait parlé de cette personne, je vois très bien de qui elle parlait. Et moi, j'avais perdu ma mère quelque temps avant, et en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait ma mère, en fait. Et on a repris l'interview, et puis de nouveau, elle se coupe, et elle me dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais j'ai encore quelqu'un. Et la personne dont je vous parlais tout à l'heure, il est venu maintenant avec une dame, et elle me décrit ma mère. Et elle me donne des détails incroyables. À partir de ce jour-là, j'ai considéré les choses autrement. Et avec Valérie, on a fait plusieurs documentaires. Et j'ai fait notamment un autre documentaire qui s'appelle Déborah, l'expérience inédite, où j'ai testé pour la première fois une médium sous contrôle du huissier de justice. Cette médium s'appelle Deborah Benisti. Et on a appliqué un protocole qui est celui du Windbridge Institute aux États-Unis, qui teste les médiums, ce qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire que le médium ne voit pas le consultant et le consultant ne voit pas le médium. Sauf que nous, on a rajouté un enjeu supérieur parce que ça m'intéressait de savoir si tout ça était vrai. Fiable. Exactement. Et on a pris un huissier de justice et c'est lui qui a sélectionné les candidats, qui les a amenés et tout s'est passé par téléphone et Déborah n'a jamais rencontré les consultants. Et là aussi, j'ai été bluffé, littéralement bluffé. On avait un jury qui était composé d'un psy, d'un mentaliste, parce que les mentalistes n'aiment pas les médiums, parce qu'ils partent du principe que ce que fait un médium, un mentaliste peut le faire. Et un comédien, pour voir s'il y avait de l'acting, tout était filmé, en fait. Et là, deuxième choc, je me dis, mais cette femme est incroyable.
Elle a donné des détails sur les défunts des gens qui appelaient. Complètement dingue. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à me pencher là-dessus. Et pour répondre... excusez-moi, je suis un peu long, je sais. Mais c'est un sujet qui me passionne. Je me suis aperçu que, en fait, les voyants, les médiums, etc., c'était pas facile de les joindre. Parce qu'ils n'ont pas de secrétaire. Et donc, du coup, les gens appellent. Très souvent, ils tombent sur un répondeur. Et ensuite, la personne elle est en consultation. Et donc, elle a plein de messages à la fin de la journée. Et ensuite, il faut qu'elle rappelle les gens, tout ça pour prendre un rendez-vous. C'est du temps perdu, franchement. Et je me suis dit à ce moment-là, mais est-ce qu'il n'existerait pas un autre moyen, une sorte de Doctolib, mais dédié aux arts divinatoires? Ça n'existait pas. Et je l'ai créé, et maintenant je m'en occupe à 100%. Et ça s'appelle Oraclis, voilà. D'accord. Alors, l'histoire est absolument incroyable. Alors, du coup, on n'a plus du tout de temps. Alors, mais absolument plus. Alors, je voudrais dire quand même, parce qu'il y a un salon qui va se tenir à Paris du 31 octobre au 3 novembre. À quel endroit, là, Dominique? Alors, ce salon, c'est le premier salon des arts divinatoires à Paris, au Paris Event Center, porte de la Villette. Okay. Et c'est du 31 octobre au 3 novembre, c'est ouvert de 10h à 19h. Les gens vont pouvoir rencontrer les personnes qui sont sur votre plateforme. Absolument, c'est-à-dire qu'on a un grand stand, on est partenaire du salon et on vient avec 3 praticiens, 3 professionnels, et au cours de ce salon, bien évidemment, les gens peuvent consulter directement sur le salon. Voilà. Bon, en tout cas, vous allez revenir parce que vous avez trop de choses à nous raconter. Ah oui, j'ai plein de choses à vous dire, moi. Merci Dominique. Mais merci beaucoup à vous. Je rappelle la plateforme Oraclis pour tous ceux qui seraient tentés par les arts divinatoires. Et surtout, si vous voulez consulter, n'allez pas voir n'importe qui. Oraclis vous promet de vous mettre entre les mains de quelqu'un de sérieux. Absolument, et on teste les médiums et les voyants, et surtout, on n'a rien à voir avec les plateformes de voyance. On n'est pas une plateforme de voyance en ligne, on est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Et c'est ça qui fait toute la différence, et comme on peut le faire avec Doctolib. Voilà. Merci Dominique Bachy. Et tout de suite, La Vie en Mieux continue sur Sud Radio avec un sujet qui concerne tous les parents, puisqu'un jour ou l'autre, les enfants quittent le nid. Sud Radio, La Vie en Mieux. Alors au départ, quand les enfants quittent la maison, c'est vrai qu'on a un sentiment de joyeux, on est plutôt content, on se dit qu'on va retrouver notre liberté, qu'on n'a plus d'obligations. Mais souvent, ce sentiment est vite rattrapé par un petit mal-être, une grande tristesse. Bonjour Johanna Rosenblum. Bonjour. Johanna, vous êtes psychologue clinicienne à Paris. Alors, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, finalement, quand les enfants sont suffisamment autonomes pour se prendre en main, qui quittent la maison, qu'est-ce qui fait naître en nous ce sentiment ? Ce sentiment, il nous fait ressentir des réactions, vous l'avez dit, qui sont ambivalentes. À la fois, il y a une tristesse, il y a un sentiment d'isolement, de vide, en lien avec une situation qui est tout à fait naturelle, qui est liée au fait que nos enfants grandissent et qu'ils déménagent, qu'ils peuvent faire des études dans une autre ville, qu'ils font des rencontres, qu'ils veulent explorer le monde. Mais à la fois, ce sentiment peut être mêlé par un sentiment de liberté retrouvée. Donc c'est cette ambivalence qui est difficile à gérer, qui alterne en fonction des situations, des moments de l'année, des moments de la journée avec lesquels il faut pouvoir s'adapter et se réaménager en réalité. Qu'est-ce que vous dites à des parents ou à des mamans qui se retrouvent dans cette situation et qui ont du mal justement à profiter de leur liberté parce que quelque part, il y a un petit truc dans nos têtes qui est toujours avec nos enfants? Oui, évidemment, mais moi je pense qu'il y a quelque chose de très bienveillant finalement dans ce syndrome, même s'il est douloureux à vivre. Finalement, ce vide ressenti, il est à la hauteur de l'investissement qu'on a eu à l'égard de nos enfants, à la hauteur de l'amour qu'on leur a apporté. Donc il faut d'abord de l'acceptation, une grande bienveillance à son propre égard, en fait, accepter de ressentir ce manque-là et puis se mettre en tête que s'ils partent, c'est aussi qu'on leur a donné les outils de se sentir suffisamment libres pour nous abandonner. Et donc, c'est à nous de recréer des nouvelles relations avec eux. Non, mais c'est sûr. Mais est-ce qu'aussi, ça ne nous renvoie pas l'image que finalement, s'ils sont en âge de partir, c'est que nous aussi, on arrive à un âge et que peut-être ce reflet dans le miroir, on n'en a pas envie quelque part?
Mais vous avez complètement raison. Finalement, nous, on se rend compte en tant que parents du temps qui passe en étant le témoin de la croissance et du développement de nos enfants. Donc, il y a quelque chose d'acerbe, même d'assez ingrat, de voir son enfant partir après tout le temps qu'on lui a consacré, toute l'abnégation qu'on lui a consacrée. Mais c'est dans l'ordre des choses. Un enfant qui part, c'est aussi un enfant qui est en bonne santé, qui a confiance en lui, qui a suffisamment d'estime de lui, qui a suffisamment de courage et de capacité à se projeter dans l'avenir pour évoluer dans sa vie d'adulte. À nous de manager avec ça, c'est notre responsabilité, c'est pas la leur. Donc oui, il y a un petit travail à faire d'acceptation du temps qui passe, peut-être de réorganisation de son couple, de sa vie de famille pour pouvoir vivre au mieux ce départ. C'est sûr, parce que c'est vrai que le fait de se retrouver à deux en couple, après, ça peut être aussi un réapprentissage. Complètement. Il y a plein de couples qui ne savent plus fonctionner à deux une fois que les enfants sont partis de la maison. Donc, c'est une vraie discussion, c'est un nouveau travail qui s'engage, une nouvelle façon de fonctionner au quotidien, une nouvelle façon d'aimer aussi. Il va falloir aimer ses enfants en les sachant un peu plus loin et puis se rapprocher ou recréer de nouveaux projets, recréer un nouvel avenir avec ce conjoint finalement que l'on retrouve comme au tout début de la relation avant qu'on ait eu à construire une famille. Ça se prépare, Johanna. Qu'est-ce que vous dites à vos patients qui vous disent « mes enfants vont certainement s'installer à la rentrée prochaine, ils ne seront plus là ». Ça se prépare, vous les conseillez ? Oui, je pense que ça se prépare bien avant, quand on sait que nos enfants commencent à rentrer dans les études supérieures, qu'ils se projettent dans l'avenir, qu'ils se mettent en couple, qu'ils grandissent en fait, qu'ils rentrent dans la vie active et dans la vie amoureuse classique. On peut déjà imaginer que le départ n'est pas très loin, donc il ne faut pas attendre d'avoir un Parcoursup qui nous dit qu'il va continuer ses études dans une autre ville. Il faut pouvoir grandir en même temps que son enfant, et même si ça reste toujours nos bébés, se dire qu'un enfant qui a 16, 17, 18 ans, il se rapproche aussi de la sortie, et c'est à nous de l'accompagner et de nous adapter à ça pour surtout qu'il ne ressente pas de culpabilité. Absolument, ça c'est important. Merci Johanna Rosenbluth, psychologue clinicienne à Paris, pour tous ces conseils. Et vous, les enfants, ils sont encore à la maison ? Pour l'instant, mais ils sont grands, ça va pas tarder. Je vous tiens au courant. Comme moi. Merci et à bientôt, Johanna. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à midi. Et si vous voulez témoigner sur un sujet qui vous tient à cœur ou me poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire à laviesenmieux@sudradio.fr. Bon dimanche à tous.